Eh ben, merci beaucoup d'être là. Nous, on est ravis d'être ici. Merci au Fonds de dotation Roulier, à Anaïs, Mathilde et à Marie pour ce super accueil. On est là à l'occasion de la Fête de la Science pour vous parler d'un sujet qu'on adore, c'est la sensibilité des plantes. Et on l'a un petit peu retravaillé grâce à ce sujet de cette année, qui est les intelligences. Donc l'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est de parler de ces sensibilités végétales et de voir si ça peut être ou si c'est le reflet d'une intelligence singulière. Alors, qui sommes-nous? Donc on a jugé bon de se présenter. Moi, je m'appelle Lucia Sylvain Monfanti. Ici, c'est Delphine Bonin. Moi, je suis doctorante. Je finis ma 3e année de thèse, donc je soutiens ma thèse dans 2 mois. Et je suis ravie encore plus d'être là parce que c'est une petite parenthèse enchantée qui me fait sortir de ma bibliothèque, ou de mon lit, ou de ma salle de bain, ou de là où j'arrête pas de penser à ma thèse. Les travaux de ma thèse, c'est un peu particulier parce que je fais une thèse interdisciplinaire qui est en biologie et en géographie. Alors ça mélange 2 champs disciplinaires, donc les sciences humaines et sociales et les sciences naturelles. Et je vais étudier justement cette sensibilité végétale de la cellule, donc la sensibilité d'une cellule, jusqu'à la plante entière. Et je vais même voir les perceptions qu'on a de ces sensibilités végétales et de justement même des chercheurs qui étudient les plantes. Qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils perçoivent et c'est quoi leur représentation. Donc voilà, normalement, ces travaux seront finis d'ici 2 mois, j'espère en tout cas. Et donc, moi, c'est Delphine, et je suis tout aussi contente d'être ici avec vous que Lucia. Moi, j'ai fait un master de physiologie végétale, donc ça consiste à comprendre comment l'organisme plante fonctionne à l'intérieur, au niveau cellulaire, la photosynthèse, tous ces trucs sexy. Et puis, après, plus tard, j'ai fait une thèse aussi, mais moi, plus biologie cellulaire, et là, je me suis intéressée à une plante qu'on peut trouver sur les littoraux français qui s'appelle Caquilée maritima, qui est une plante halophyte, c'est-à-dire qu'elle résiste au sel. Et donc, moi, je me suis intéressée comment, au niveau cellulaire, cette plante est capable de supporter des concentrations en sel proches de celles de l'eau de mer. Voilà. Et on est toutes les deux aussi médiatrices scientifiques et on a envie de partager tous ces savoirs scientifiques au plus grand nombre. Pour commencer, on avait envie un peu de vous poser la question quel qualificatif vous mettriez derrière le mot plante? Quand on vous dit plante, quel adjectif vous associeriez à ce mot-là? Comme ça. Pardon? Vert. Vivant. Photosynthèse, d'accord. Immobile. Plante médicinale. Donc là, on rejoint plutôt les usages. On a fait le tour un petit peu de ce qui vous vient en tête? Ouais, c'est souvent ces mots-là qui reviennent. Alors effectivement, il va y avoir le vert qui va être associé aux plantes. Immobile, bien joué. Envahissante aussi, voilà, peut-être indésirables, passives, vivantes, effectivement. Je pense qu'ici, tout le monde est d'accord pour dire que les plantes sont vivantes. Insensibles, vous avez bien compris que ce n'était pas trop notre truc. Lente, jolie, voilà, c'est beau, les plantes, les fleurs, ça sent bon. Et fragile, peut-être aussi. Dans tous ces qualificatifs, il y en a qui sont justes, mais il y en a qui le sont moins. Vous allez voir ça. Alors effectivement, jolie, c'est subjectif, hein, verte et vivante, on est tous d'accord là-dessus. Mais on va voir ensemble qu'il y a d'autres choses qui peuvent être associées au terme de plantes. En particulier, la robustesse. Les plantes, elles sont robustes, elles s'adaptent. Le séquoia géant que vous voyez ici, il a plus de 5000 ans. Donc il a connu les pyramides d'Égypte, la construction des pyramides d'Égypte. Donc la fragilité chez le végétal, c'est relatif. En fait, les plantes, elles peuvent être très robustes. Quand on coupe une branche, il y en a une autre qui va pousser. Il y a quand même une forme d'élasticité, d'adaptation qui est quand même intéressante et qui n'est pas forcément intuitive. Ensuite, elles ne sont pas tellement immobiles en réalité. Elles sont ancrées, elles sont sessiles, ça c'est le terme qu'on emploie. Et finalement, elles sont aussi... alors, il y a comme cette plante carnivore, la dionée, là,
qu'il y a des mouvements rapides qu'on voit à l'œil nu. Mais en fait, les plantes, elles sont tout le temps en train de bouger. On le verra par la suite. Communicantes. En fait, elles réagissent et elles communiquent avec tout le vivant qui les entoure, entre plantes. Elles communiquent avec d'autres êtres vivants qui ne sont pas forcément des plantes aussi. Par exemple, cette orchidée que vous voyez ici, c'est une orchidée qu'on trouve en France, qui est une orchidée terrestre au sens où ses racines sont ancrées dans le sol, pas comme les orchidées qu'on trouve dans les jardineries qui viennent de forêts tropicales et qui sont épiphytes, c'est-à-dire qui poussent dans les arbres. Celles-ci, les fleurs, imitent les pollinisateurs pour attirer le pollinisateur mâle, en fait. Donc c'est une forme de communication visuelle. La communication, c'est vraiment ça. Et on peut associer aussi le terme active aux plantes, et non pas passive, parce qu'elles vont recevoir des informations, les intégrer et agir en fonction. Ici, par exemple, cette vrille, elle a détecté qu'il y avait un support et elle s'est enroulée autour. Donc elles sont aussi actives. Et évidemment, elles sont sensibles. Ça, c'est notre mot fétiche. Là, on va développer bien plus. Mais ici, vous voyez des plantules qui se dirigent vers la lumière. Voilà, elles ont perçu la provenance de la lumière et elles se dirigent vers. Et elles peuvent être lentes ou rapides. Ça dépend en fait du référentiel. Voilà. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que finalement, avec tout ça, ce qu'on va découvrir ce soir, est-ce qu'on peut associer le terme d'intelligence aux plantes ou pas? On n'aura pas une réponse fixe à la question, je vous préviens tout de suite, mais on va essayer d'avoir des éléments de réponse pour réfléchir tous ensemble. Alors, bon, on voulait déjà repartir de la base, de savoir qu'est-ce qu'une plante? Et les plantes sont des êtres vivants évolués. En biologie, plus ou moins évolués, ça n'existe pas, on est tous évolués pareil, au même niveau. Et même si vous pouvez voir sur cette illustration, vous avez les animaux et les algues et les plantes terrestres, donc en bas. Si vous prenez la totalité et qu'on dit que c'est une journée, ça fait depuis 16 heures, on est différent des plantes. Donc en fait, c'est logique qu'aujourd'hui, on puisse découvrir des choses, des mécanismes communs, des processus communs entre nous et les plantes, et c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui, justement. Donc l'idée ici, c'était vraiment de montrer ça, on appelle ça des fois une homologie profonde, vraiment le fait qu'on vienne de quelque chose de similaire. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Les plantes, elles sont évoluées, mais c'est aussi un règne qui pèse très lourd. Les plantes, donc quand on parle de plantes, on peut parler de plantes à fleurs, on peut parler de conifères, d'algues vertes, de mousses, de fougères. En fait, il y a beaucoup de choses qui se cachent sous ce nom, qui est très général, mais ça englobe énormément. Et on peut voir le poids des plantes dans le vivant juste ici. Vous voyez que nous, les animaux, on est là à 0,4%, quand les plantes, la biomasse terrestre représente 82,6%. Donc on peut vraiment parler d'un vrai succès, un succès planétaire très conséquent, quoi. Alors, succès planétaire, c'est celle qui pèse le plus lourd, mais dans les plantes, 80% des plantes sont des plantes à fleurs. C'est-à-dire qu'elles ont des fleurs qui vont ensuite donner des fruits. Les graminées sont des plantes à fleurs, les platanes, les tilleuls, ce sont des plantes à fleurs, les plantes à fleurs qui ont des fleurs typiques, ce sont des plantes à fleurs. Bon, la plupart, 80%, sont des plantes à fleurs. Donc là, qu'est-ce qu'une plante? Moi, on va plus vous expliquer ce que c'est schématiquement qu'une plante à fleurs. C'est d'abord une partie aérienne verte. Ça, c'est le truc le plus évident. Une partie aérienne verte qui va servir à faire la photosynthèse. Donc, capter le dioxyde de carbone, capter de l'eau et fabriquer sa propre biomasse grâce à la fabrication de sucre, et tout ça grâce à l'énergie solaire. Le déchet de cette réaction-là, c'est le dioxygène qu'on respire. D'accord? C'est un déchet pour elle, pour nous, et pour la plupart du vivant actuel, c'est essentiel puisqu'on est quasiment tous oxygéniques, donc on fait tous la respiration oxygénique. Ça, c'est l'une des fonctions de la partie aérienne des plantes. Vous allez voir qu'il n'y a pas que cette fonction-là. Et quelque chose qu'on oublie souvent,
Eh bien, ce sont les racines, parce qu'on ne les voit pas, et ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Pourtant, si. Les racines, évidemment, elles vont servir à l'ancrage des plantes, et vont servir aussi à la captation de l'eau, ça c'est le truc le plus évident, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses qui se cachent à travers les racines. Et donc finalement, l'organisme plante, pour les plantes qui ont des racines qui sont ancrées dans le sol, c'est la partie aérienne, mais aussi la partie racinaire. Et il ne faut pas oublier, c'est vraiment toute cette partie-là. Mais alors, qu'est-ce que c'est réellement qu'une vie de plante, hormis le fait qu'elles font la photosynthèse et qu'elles captent l'eau par les racines? C'est une vie très différente de la nôtre parce que pour la plupart d'entre elles, c'est une vie qui est fixée. Et on n'a pas l'habitude de réagir comme ça, enfin de voir comme ça, parce qu'on ne peut pas, nous on n'est pas fixés, on est des êtres vivants mobiles. On fuit, on court, on marche, on s'en va. Elles sont obligées de rester là. Et peut-être que c'est pas une tare, mais au contraire, ça fait qu'elles ont développé des choses qui répondaient à cette condition en fait. Donc là, on peut voir justement une grande... on a essayé de représenter sur cette illustration la majorité des choses qui leur arrivent en même temps, parce que l'une n'arrive pas après l'autre. Le fait d'être piétiné arrive en même temps que le fait d'être croqué au niveau des racines. La chaleur, toutes ces choses-là vont arriver en même temps. Et la vie fixée, finalement, va nécessiter une sensibilité très pointue. Une sensibilité très pointue où va falloir capter des informations, il va falloir communiquer ces informations pour prévenir, et il va falloir coordonner les actions, réagir, agir en fonction. Et bien sûr, ça peut passer par l'orientation, le développement de différents comportements qu'on va voir à la suite. Donc c'est vraiment une vie différente qui s'offre à nous, et c'est les découvertes qui tendent vers cette sensibilité-là, qui peut être considérée comme, certains appellent ça une hypersensibilité, parce que c'est différent de nous. Ça a vraiment besoin de capter la majorité des choses qui se passent et d'y réagir très vite. En réalité, la base de la sensibilité des plantes, il va falloir aller prendre le microscope et regarder au niveau cellulaire ce qui se passe. Pourquoi? Lucia vous l'a expliqué, à l'origine du vivant, tous les êtres vivants actuels viennent d'une seule et même cellule hypothétique, que vous avez sans doute entendu parler, Lucas. Et donc forcément, on a des restes en commun. Et donc le commun entre les animaux en l'occurrence et les plantes, ça va être le fait que ces cellules-là, elles ont un noyau dans lequel se situe le matériel génétique. Elles ont des mitochondries dans lesquelles va être produit l'énergie de la cellule et qui va consommer l'oxygène aussi. Il va y avoir le cytosol, donc ça c'est dans lequel se situe, tous les organites en fait sont dans ce cytosol-là. Et la membrane plasmique qui est en fait, il faut visualiser une bulle, d'accord? Et à l'intérieur, il y a tous les organites de la cellule. La membrane plasmique, c'est en fait le contour de la bulle. En plus de ça, les plantes, elles ont d'autres caractéristiques au niveau cellulaire qui leur permettent de faire la photosynthèse. Donc il y a des chloroplastes à l'intérieur qui contiennent la chlorophylle. Vous avez la petite photo sur le côté où on voit en fait les chloroplastes bien verts. Voilà. Cette chlorophylle, en fait, c'est comme une antenne à rayons lumineux qui va permettre, après excitation, de faire la photosynthèse. Il y a la vacuole. La vacuole, c'est un peu comme, pareil, une grosse bulle à l'intérieur de la bulle qui est remplie d'eau et qui va permettre à la plante d'être ce qu'on dit turgescente, c'est-à-dire qu'elle va se maintenir comme ça. Vous voyez, les plantes qui manquent d'eau, elles sont toutes flétries, c'est que les vacuoles se sont vidées. Donc elles sont plasmolysées, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Et enfin, il y a la paroi qui est d'ailleurs composée principalement de sucre que la plante produit elle-même, et qui est une sorte de squelette qui leur permet aussi d'être comme ça, un peu rigide, et qui permet aux cellules de ne pas exploser s'il y a trop d'eau. Donc ça les maintient comme ça. Voilà, donc ça c'est la cellule, ce qu'elle a de commun et ce qu'elle a de particulier en tant que cellule végétale. Sauf que la première étape, pour être sensible, ça ne suffit pas d'avoir une cellule, il faut recevoir l'information. Et donc cette information, elle va être reçue au niveau cellulaire. D'abord,
par des récepteurs à la lumière. Donc tout ça, ça va être situé au niveau de la membrane plasmique. En fait, la membrane plasmique, elle est dynamique. Il y a des sortes de petits pores qui s'ouvrent, qui se ferment, des récepteurs. Tout le temps, ça navigue comme ça. Il faut l'avoir vraiment comme quelque chose de dynamique. Il y a des récepteurs à la lumière qui vont capter à la fois la durée du jour, de la nuit, la provenance de la lumière. Il va y avoir des récepteurs à la gravité qui sont situés dans la cellule elle-même. On verra ça un petit peu plus tard, qui vont permettre de percevoir le sens de la force de gravité et de s'orienter en fonction. Il y a les récepteurs mécaniques. Donc les récepteurs mécaniques, c'est plus lié au sens du toucher. Donc si par exemple, là, moi, je mets mon doigt sur ma main, je perçois que mon doigt touche ma main, bah, la plante, en fait, c'est pareil. Il y a des récepteurs mécaniques à la surface de sa cellule. Si on la touche, elle perçoit ça grâce à ces récepteurs-là. Il y a aussi des récepteurs chimiques qui captent les molécules de l'air. Voilà. Et donc, tous ces récepteurs-là, finalement, permettent de recevoir toutes les informations de l'environnement qui sont diverses et variées, tout en même temps. Alors, on avait envie de vous montrer quelques exemples. Donc, recevoir l'information, on a, par exemple, peut-être vous connaissez cette plante qui s'appelle la bryone. Non? Oui? La bryone, c'est une plante qui est commune en France, c'est une plante grimpante. Souvent, peut-être, vous l'arrachez. La pauvre. Elle développe des vrilles pour s'accrocher sur les grillages, sur elle-même d'ailleurs, sur d'autres plantes aussi. Les vrilles, vous les voyez ici. Donc vous me voyez venir. Et bien, cette plante-là, en réalité, si on regarde de plus près, au niveau des vrilles, chaque cellule que vous voyez là, qui sont des rectangles, comme ça, ont des boutons qui, en fait, captent la pression. Donc, en fait, elle est capable de vraiment percevoir de façon fine la présence d'un support grâce à ces boutons pression, comme ça, au niveau de ses vrilles. Non seulement donc, en fait, au niveau cellulaire, c'est vraiment voilà, cet effet bouton pressoir, donc avec capteur mécanique dont on parlait tout à l'heure au niveau des membranes plasmiques. Et c'est grâce à ça qu'elle va percevoir qu'il y a un support ou pas. Et ce qui est encore plus intéressant chez la bryone, c'est qu'elle va s'enrouler souvent toujours dans le même sens, parce que si elle capte un support sur la face interne de la vrille, elle va s'enrouler dans ce sens-là. Mais si elle capte le support dans l'autre sens, eh ben en fait, elle ne s'enroulera pas dans l'autre sens. D'accord? Donc, elle s'enroule toujours dans le même sens. En fait, c'est le même système de captation, mais ça n'a pas les mêmes conséquences. Autre exemple, chez le blé, par exemple. Alors, chez le blé, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette question, des chercheurs français d'ailleurs, dont des chercheurs français. Ils ont regardé au bout du coléoptile, là, donc là, en fait, vous avez un grain de blé qui a germé. Et ils ont regardé au niveau de cette première tige, au niveau microscopique. Donc là, vous avez un zoom de cette tige-là. Et le petit rectangle qui est coloré, c'est une cellule. Et vous voyez qu'il y a des grains comme ça, noirs, qui tombent au fond de la cellule. Et bien, en fait, ces grains-là sont des grains d'amidon qui servent un peu comme dans une boule à neige, là, qui servent à percevoir d'où vient la gravité. Donc la plante, elle est capable, grâce à ce système de statolithes, ça s'appelle, les statolithes, de percevoir le sens de gravité. Quand c'est dans la tige, du coup, elle va pousser à l'inverse du sens de gravité, mais dans la racine, elle va se diriger vers le sens de gravité. Donc, même système de réception, mais action différente. Et bon, il faut coordonner toutes ces informations-là, parce que vous voyez, toutes ces cellules ont ces mêmes systèmes de statolithes. Donc, on reçoit l'information, première étape de la sensibilité. Mais ensuite, une fois qu'on a reçu cette information, il faut la diffuser dans l'organisme. Nous, c'est facile, on reçoit l'information parce que j'ai touché quelque chose avec mon doigt, ça monte jusqu'à mon cerveau, et mon cerveau me dit, si c'est pas trop chaud, bah c'est bon, tu peux garder ta main là, mais si c'est brûlant, vite, il faut que je retire ma main. Bah, même principe avec la communication au niveau des cellules, il faut que ce message soit diffusé. Bah, chez les plantes, il y a cette diffusion de l'information qui se passe dans tout l'organisme. Donc pareil, vous allez toucher le bout d'une plante, un message va partir et en informer toute la plante. Parce qu'il se passe des choses à l'intérieur.
Vous avez ici une tranche de feuille, donc schématisée, et on voit vraiment la diffusion du message une fois qu'il y a eu un stimulus, donc une fois qu'on a touché, qu'elle a perçu la lumière, que toutes les choses que vous a présentées Delphine juste avant. Donc on va avoir cette diffusion et en même temps il va y avoir une intégration du message. Donc le message va être intégré et elle va commencer, étape d'après, à réagir grâce à cette diffusion. Ces signaux, on peut en avoir deux sortes, c'est des signaux électriques et des signaux chimiques. C'est très similaire aux signaux qu'on a nous. On a des signaux par exemple qu'on appelle signaux calciques entre nos cellules. Et ben, chez les plantes, ce sera les mêmes signaux. Après, on les mesure et il y a d'autres. Il y en a même beaucoup plus chez les plantes en fait que chez les humains. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on va avoir vraiment cette diffusion de l'information de cellule en cellule qui va se propager dans toute la plante. Ici, vous avez Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana, pour les chercheurs, les biologistes végétaux, c'est la star. Beaucoup d'études sont faites dessus. C'est l'équivalent de notre rat de laboratoire. Et là, c'est une étude qui a été faite par des Japonais, où justement on va voir ce message qui va être diffusé dans toute cette plante. Alors là, vous voyez, la fluorescence indique le message, parce que c'est une plante. Et en fait, on a présenté des composés volatiles d'une autre plante. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a comme des petites bulles qui apparaissent. Et en fait, c'est que la plante va percevoir les composés volatiles d'une plante qui a été agressée. On a pris ces composés, on lui a présenté juste à côté, et on voit ses réactions. On voit le message qui est diffusé dans la plante. Ça, c'est super, ces vidéos, c'est super beau, moi j'adore. Ici, c'est une autre vidéo, c'est le même signal, mais qu'on peut capter différemment. Donc là, ça a été capté avec des électrodes. Pas besoin de super caméras qui coûtent très très cher, mais qui font des super choses. Là, on va voir le signal. Donc, vous avez en haut une chenille qui est en train de faire son meilleur repas. Et là, on a le signal d'une feuille qui n'est pas la feuille que la chenille mange, mais qui est une feuille qui se situe à l'extrémité. Et vous allez voir que, en fait, la chenille, elle avance et la feuille qu'on mesure, montre ce signal. Et ça, c'est typiquement un signal électrique qu'on mesure avec des électrodes. Donc on peut voir avec ça la diffusion de ce message, ce qui se passe à l'intérieur, et ensuite on fait des trucs super avec ces résultats. Alors une fois que la plante elle a reçu les informations, qu'elle a transmis l'information de proche en proche dans tout l'organisme ou d'au moins dans les organes, eh bien, il va falloir réagir. Il ne suffit pas juste de recevoir l'information, il faut réagir de manière adaptée. Et donc, par exemple, alors là, il y a plein de types de stimuli possibles. La lumière, c'est la première à laquelle on pense. Souvent, elle va permettre d'enclencher la floraison, de provoquer la chute des feuilles, par exemple. Donc, les jours qui se raccourcissent, c'est ça qui entraîne la chute des feuilles à l'automne. Toute cette notion de perception de la lumière, donc la durée et l'intensité et la provenance, va permettre ce type de réaction-là. Et aussi se réorienter. On l'a vu juste avant, les plantules qui s'orientaient vers la lumière. Voilà. Donc les racines, elles ont, au contraire, elles vont aller à l'inverse de la lumière. Elles captent la même manière, mais par contre, réaction différente. Ça va être le cas aussi quand la plante elle reçoit des obstacles. Dans ces cas-là, il faut interagir avec cet obstacle s'il y a besoin, ou l'éviter. Et c'est aussi se réorienter. Si par exemple une racine va contre un caillou ou un gros rocher, elle va se réorienter, elle va retourner au niveau de la terre. C'est le cas aussi pour le son. Les plantes, elles sont capables de recevoir le son, elles le perçoivent par les capteurs mécaniques dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est les mêmes que pour le toucher, puisque le son, finalement, c'est juste une onde vibratoire, comme ça. C'est les mêmes types de récepteurs. Et là, on sait que, par exemple, ça va provoquer la sécrétion de nectar de certaines plantes qui sont réceptives au son de leurs pollinisateurs.
Et tout ce qui est herbivore, parasites, qui vont manger au niveau des racines ou au niveau de la plante en elle-même, les feuilles, les tiges, et bien là, pareil, il va falloir se réorienter. Donc, par exemple, quand une partie de la plante est mangée par un herbivore, il y a des études qui montrent que les autres feuilles ont tendance à bouger comme ça, à se réorienter, chez Arabidopsis notamment, ou alors produire des molécules de défense qui vont donner un goût plus amer, ou qui vont, on verra par la suite, il y a même d'autres exemples, Lucia vous en parlera. Voilà, donc ça veut dire que c'est pas juste comme ça, elle reçoit l'information, non, en fait, elle va réagir de manière adaptée. J'ai un petit exemple ici que j'aime bien aussi. Cette plante, c'est une petite plante carnivore qui va se faire manger par une chenille, et vous allez voir ce qui va se passer. La chenille va tenter de manger la fleur. Mais sauf que la fleur, elle a besoin de protéger quelque chose. Il faut qu'elle protège ses organes reproducteurs. Et dans cette étude, ils ont montré que le fait que la fleur se referme, donc là, en fait, en 10 minutes, la fleur, elle s'est refermée. Si la fleur ne se referme pas, la chenille va directement manger le pistil, les étamines, en fait. Tandis que là, elle va davantage manger les pétales, qui sont importantes dans l'attirance des pollinisateurs, mais elle conserve ses étamines et son pistil. Donc là, on a un exemple de réaction. La plante, elle a perçu la présence de l'herbivore et elle a réagi en fonction. Et autre chose, donc là, on a vu que c'était un mouvement. Donc, on voit que les plantes, elles sont capables de bouger. Mais c'est à des temps qui ne sont pas forcément visibles avec nos yeux. Donc, il y a plusieurs types de mouvements. Il y a des mouvements qui sont orientés, c'est-à-dire que la plante, elle va aller vers le stimulus ou à l'inverse. En tout cas, ça va être orienté. On appelle ça des tropismes. Peut-être ça vous parle. Phototropisme, phototropisme positif, on va vers la lumière. Phototropisme négatif, on va à l'inverse. Les racines ont un phototropisme négatif. Ici, en bas à gauche, vous avez un thigmotropisme, c'est-à-dire un tropisme en fonction du toucher. Le haricot grimpant, donc là c'est un film accéléré, hein, vous en doutez bien. Dans votre jardin, vous ne le voyez pas danser. Pourtant, voilà, en fait, il a perçu la présence du support et il va s'enrouler autour. Donc là, l'orientation de la croissance de la plante va aller pour s'orienter sur le support. Donc c'est un thigmotropisme. Je ne m'en lasse pas non plus de ces vidéos. Et ensuite, on a des mouvements qui sont non orientés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller forcément vers ce stimulus-là, mais ça va être toujours le même mouvement. Et ça peut être lié à la lumière, ça peut être lié aussi au sens du toucher. Ici, par exemple, donc on appelle ça des nasties. Peut-être vous connaissez l'oxalis. Et il y a plein d'autres plantes comme ça qui ont les feuilles qui se baissent le soir et qui se relèvent le jour. Et ça s'appelle des photonasties ou nyctinasties. Donc c'est un mouvement qui n'est pas orienté vers la source, mais qui a toujours le même type de mouvement, mais qui quand même vient en réponse d'une stimulation. Alors ces mouvements, qu'ils soient orientés ou non orientés, ils ont une origine biologique qui est assez bien connue maintenant. Les mouvements orientés qui sont très très lents, qu'on ne voit pas avec nos yeux, ils sont liés souvent à la croissance de la plante. Donc là, à gauche, vous voyez qu'au cours du temps, donc la plante va s'orienter, voilà, le haricot il va faire sa petite danse comme ça. Et ça, en fait, c'est lié juste à une asymétrie de croissance, d'élongation des cellules, d'un côté par rapport à l'autre. En l'occurrence, c'est l'accumulation d'une hormone qui va entraîner l'élongation cellulaire et donc on va avoir une formation de courbure, comme ça. Et donc c'est la croissance qui va créer le mouvement, un mouvement lent qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et les mouvements qui sont non orientés, ces mouvements-là, ils sont plus liés, donc les nasties, ils sont plus liés à je vous ai parlé des vacuoles tout à l'heure qui sont remplies d'eau. En fait, là, les cellules vont se vider d'eau et se gonfler d'eau. Et le fait qu'elles se vident d'eau d'un seul coup, ça va entraîner ce mouvement. Un mouvement qui peut être visible avec nos yeux. C'est le cas de la dionée, par exemple, la plante carnivore. Et d'autres qui le sont moins, par exemple le haricot aussi a des nasties avec les feuilles, ou l'oxalis.
on ne le voit pas tout de suite, on le voit mieux avec des timelapses, donc des vidéos accélérées. Et donc ça, c'est plus des mouvements hydriques, en fait, liés au flux d'eau dans la plante. Alors, bon, maintenant on a vu ce que c'était une plante, on a aperçu l'idée de ce que c'était la vie d'une plante. On a vu aussi que des fois on avait besoin de caméras qui accélèrent le mouvement pour capter que les plantes ne sont pas immobiles, mais en même temps c'est normal de penser à ce terme-là parce que nous, on a du mal à voir que les plantes ne sont pas immobiles. Et maintenant, on va plus encore focaliser là-dessus parce qu'on va discuter de cette perception jusqu'à l'action. Et on va voir plusieurs exemples justement de sensibilité. Je refais le film un petit peu. Pour nous, sensibilité, c'est 3 choses. On a la réception du message. La chenille arrive et croque le bout de la feuille. On a le message qui part de cette cellule qui a été croquée, de ces cellules qui ont été croquées, qui va traverser toute la plante. Et on a une réaction qui va être engendrée. Ça peut être, par exemple, le fait que les feuilles vont avoir moins de nutriments, seront moins nutritives, ou seront plus dures, donc plus difficiles à mâcher pour la chenille, et ce qui va maximiser ses chances de faire fuir la chenille, parce que la plante, elle reste là. Donc elle a développé tout ça. Donc on parle vraiment de ces 3 choses. Réception, message, action, réaction pour la sensibilité. Alors, ici, c'est Mimosa pudica. Mimosa pudica, c'est une autre plante à mouvement rapide qu'on étudie pas mal, justement pour ces mouvements qu'on peut voir, parce que c'est quand même pratique. On peut étudier différentes choses, comme avec l'Iadionnier. Ici, ce n'est pas une plante carnivore. On pense qu'elle ferme ses feuilles quand on la touche pour se protéger des attaques des herbivores. Donc là, vous avez une première vidéo où on voit ce qui se passe quand on la touche. Donc on a vraiment cette rétractation, cette fermeture des feuilles qui est très très rapide. Hein. C'est vraiment super rapide, on peut le voir très facilement. Ici, pas besoin d'accélérer. Et là, une vidéo, il y en a pas mal parce que j'aime vraiment beaucoup ce genre de vidéo, mais une vidéo où on voit à nouveau ce signal de cette même équipe au Japon. Ici, là où vous voyez la flèche, le chercheur a coupé un bout de la feuille, donc pour mimer les attaques des herbivores. Et on voit, là la feuille est coupée, et vous voyez, avec la flèche jaune, la propagation du message qui conduit directement à la fermeture des feuilles. Donc là, on a vraiment ce qui se passe. Donc là, ça marche quand vous coupez une feuille, il se passe ce message-là qui se propage partout dans la plante. C'est pas parce qu'elle se ferme pas qu'elle a pas ce message-là. Et ça marche aussi quand on la touche, tout ce qui se passe. On a vraiment des choses qui se passent à l'intérieur. Hop. Oh là là, attends, la vidéo est partie. Alors ici, c'est plus pour vous illustrer à quel point les plantes sont sensibles à la gravité, ou à la force de gravité. Donc là, vous avez des graines de maïs. Donc, je relance la vidéo. Et ils ont été couchés. Et au cours du temps, on voit à quel point les racines et la tige, d'ailleurs, se réorientent. Donc en fait, ils ont poussé d'abord comme ça, ensuite ils ont été penchés. Et là, on voit à quel point, en fait, ils vont se réorienter en fonction de la force de gravité. Donc je vous disais tout à l'heure, les racines vont dans le sens de la gravité, et de la force de gravité, et les tiges à l'inverse. Et donc ça, c'est le cas aussi, évidemment, ça a été montré chez plein de plantes. Ouais. Moi, j'avais une question, parce que sur les schémas, on voit une réaction électrique. Et je me demandais s'il y avait une fréquence en particulier qui correspondait à une plante. Alors, en tant qu'agressé, est-ce qu'il y a une fréquence électrique en particulier qui se transmet dans une plante et qui lui dit attention, ça c'est pas bon? Alors, c'est une bonne question. Vous me la reposerez tout à l'heure? Pas de problème. Merci. Gardez-la en tête.
Donc chez Arabidopsis, c'est la plante que vous a présentée Lucia tout à l'heure, on voit exactement la même chose, effectivement, donc la tige a un gravitropisme négatif et la racine un gravitropisme positif. Et pour la perception de la lumière, la sensibilité à la lumière, c'est la même chose. Donc là, ces plantes de tomates, peut-être vous l'avez observé si vous avez semé déjà des graines de tomates pour votre potager. Elles sont très très sensibles à la provenance de la lumière et donc elles vont s'orienter en fonction. Et les tiges sont sensibles, enfin ont un phototropisme positif et les racines un phototropisme négatif. Donc il y a deux finalement stimulations qui permettent aux tiges de vraiment rester dans la partie aérienne, à la fois la gravité et à la fois la lumière, et pareil pour les racines. Ok. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, c'est pas systématique. Parce que si elle devait se fermer à chaque fois que quelque chose la touche une fois, elle perdrait beaucoup trop d'énergie. Il faut que ces poils sensitifs, il y en a 3 de chaque côté, soient touchés minimum 2 fois. Alors ça peut être 2 fois un, 2 fois l'autre, 2 fois le même, mais c'est qu'au bout de 2 stimulations que la plante fermera ses feuilles pour pouvoir ensuite commencer tout un processus de digestion. Et ça, c'était vraiment pour illustrer que, en fait, les signaux électriques, ils sont à la base de chacune de ces réactions. Et ils sont aussi surtout sensibles, enfin, pas les signaux électriques, mais les plantes sont très sensibles, et les signaux électriques sont différents par rapport au fait que la limace arrive et la plante se ferme. 2 potentiels, 2 touchés vont pouvoir faire fermer la feuille. Et ensuite, va commencer son processus de digestion. Et là, on va avoir d'autres signaux, parce que la limace, elle va se remuer à l'intérieur. Il va y avoir d'autres signaux qui vont être touchés, d'autres cellules qui vont être touchées, d'autres signaux vont être envoyés. Et là, on a tout un cycle qui va commencer à arriver pour qu'il y ait une digestion complète et une réouverture in fine. Cette dionée-là, elle pose la question du fait de savoir compter aussi, parce que 2 stimulations, c'est pas 3, c'est pas 1, c'est pas un hasard, c'est vraiment au bout de 2. Et donc il y a pas mal de chercheurs qui réfléchissent aussi sur ces questions-là. Alors, quand on vous parlait du fait qu'elle est sensible aussi aux signaux chimiques, c'est aussi important pour les racines. Et en fait, il y a des études qui montrent, ici c'est le cas, chez toujours Arabidopsis, décidément on la voit partout celle-là, en fait les racines vont éviter une zone où il y a trop de sel. Parce que Arabidopsis, c'est pas une halophyte, comme je vous disais tout à l'heure, la plante que j'ai étudiée pour ma thèse, où en fait elle résiste au sel. Arabidopsis, c'est pas du tout le cas, on lui met du sel, elle meurt direct. Donc là, en fait, ce qui a été montré, donc ici, c'est le même milieu partout, en haut, en bas, il n'y a pas de sel. La première photo, en fait, c'est donc concentration croissante de sel, c'est ce que vous voyez pour chaque photo. Et vous voyez, en fait, plus il y a de sel et plus les racines vont éviter la zone salée qui se trouve juste en bas à gauche. Mais elles ne vont pas toucher la zone, puis repartir. Alors, il y a sans doute un peu de diffusion dans le milieu, hein, c'est de la gélose, donc c'est du gel. Mais en fait, les racines vont percevoir cette concentration trop importante de sel et elles vont s'orienter en fonction. Donc là, on a un chimiotropisme négatif. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais du son et du fait qu'il y a la plante donc, qui s'appelle l'onagre qui perçoit le son de ses pollinisateurs et qui va produire plus de nectar, seulement quand elle entend ce son-là. Il y a aussi cette étude-là qui montre que donc ce sont toujours des grains de maïs. Vous avez un son qui est une fréquence, la fréquence majoritaire de son de rivière qui est diffusée sur la gauche. Et vous voyez que les racines s'orientent vers le son majoritaire de la rivière.
Donc non seulement ces racines de maïs sont capables de percevoir le son, elles savent d'où provient ce son-là et elles vont s'orienter. Si on met une autre fréquence, plutôt que cette fréquence majoritaire dans le son de la rivière, elles ne vont pas s'orienter vers ce son-là. Alors là, l'idée, c'était de vous parler de la cuscute. Je ne sais pas si vous connaissez la cuscute. Oui, on la traite souvent comme une envahisseuse, surtout. En fait, la cuscute, c'est une plante qui ne fait pas la photosynthèse. Elle ne fait pas la photosynthèse et elle n'a pas de racines. Elle va germer, un peu comme une liane fine, et elle va devoir tout de suite chercher un hôte parce que sinon elle meurt. Elle n'a pas de réserve, elle n'a pas de moyen de... Elle a un tout petit peu de réserve pour chercher son hôte, mais ensuite elle n'a pas de moyen de survivre. Elle va s'enrouler autour d'une tige, donc là vous voyez, elle est vraiment diffusée sur plusieurs plantes, et elle va percer l'écorce pour pomper la sève et les nutriments, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir vivre. Sauf que évidemment, on ne considère pas que ce soit une super plante parce qu'elle va justement tirer ses nutriments des autres plantes et donc on la considère comme envahisseuse. Et elle va justement, du coup, là, comme je vous ai dit, elle va relier plusieurs plantes vraiment à l'intérieur des vaisseaux. Donc elle va vraiment y pomper à l'intérieur de l'écorce. Ben, la cuscute, elle reconnaît, ici vous voyez la cuscute qui sort de terre, un plant de tomate. Donc là, c'est une cuscute qui est parasite des plants de tomates. Et ici, une autre plante. Systématiquement, la cuscute se dirige directement vers la tomate. Et quand on remplace une autre plante par une tomate malade et une tomate saine, la cuscute se dirige vers la tomate saine. En fait, c'est justement grâce à ces récepteurs dont vous parlez Delphine tout à l'heure, chimiques, parce qu'elle va percevoir les composés organovolatiles de la tomate. Voilà. C'est très parlant, je trouve, comme vidéo. Donc, la cuscute envahisseuse, la cuscute reconnaissante, reconnaisseuse, et là, la cuscute messagère. On passe d'une plante qu'on considère envahissante, qu'on a envie d'enlever directement, mais en fait, dans la nature, il y a toujours du bon et du moins bon. C'est pas juste blanc ou noir. Et là, vous voyez 3 conditions différentes. Donc, c'est une étude qui a été faite en 2017. On a 3 conditions différentes et le jaune que vous voyez là, c'est la cuscute. Les chercheurs ont relié plusieurs plantes avec une cuscute. Donc, les plantes sont reliées à l'intérieur des vaisseaux par la cuscute. Ils ont attaqué une plante, enfin ils ont mis une chenille qui, elle, a attaqué sauvagement une plante. Et ils ont regardé les autres plantes. La plante qui était attaquée, elle va évidemment avoir un message d'alerte, mais les autres plantes qui sont elles aussi reliées par la cuscute vont développer ce message d'alerte. Donc, la cuscute, elle va vraiment faire en sorte que les plantes soient connectées et ces plantes qui sont connectées vont devenir plus résistantes aux attaques des insectes. Et ça marche même à plus d'1 mètre de distance. Et on est sûr que là, par exemple, ce n'est pas par rapport aux composés organovolatiles que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites et c'est vraiment au niveau des connexions qu'on mesure ces mécanismes de défense. Donc, c'était vraiment pour illustrer que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et cette cuscute, j'espère que vous la verrez peut-être un peu différemment, même si la majorité d'entre vous ne la voyait pas déjà à la base. Peut-être que ce sera quand même différent. Alors justement, tu parlais des composés organiques volatiles. Donc effectivement, il y a c'est comme s'il y avait un nuage permanent de composés organiques volatiles, qu'on appelle ça des odeurs, nous, parce qu'on les perçoit avec notre nez. Bon, évidemment, elles n'ont pas de nez, mais c'est quand même des volatiles. Et en fait, ces volatiles, ils servent vraiment à communiquer, mais ça peut aller assez loin comme ça. Donc là, en fait, on a illustré le fait qu'il y a un herbivore, comme disait Lucia, qui va se nourrir, tout simplement. Hein. Ça va émettre ces composés organiques volatiles-là, mais ça peut aller très très loin. Et donc, les plantes vont produire des toxines, des composés chimiques, c'est ce qu'on disait, des protéines inhibitrices des enzymes digestives des insectes. Elles vont produire des feuilles plus épaisses, enfin bref, tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc des modifications et physiques et métaboliques
qui vont prévenir une attaque éventuelle d'herbivores. Et ça, alors sauf si vous avez des yeux bioniques, mais bon, vous allez devoir me croire sur parole, ça c'est la liste de toutes les plantes qui sont capables, qu'on a mesurées du moins, parce qu'évidemment on ne trouve que ce qu'on cherche, toutes les plantes dont on a mesuré qu'elles étaient capables de communiquer avec des composés organiques volatiles. Vous avez le tabac, vous avez le tournesol, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le maïs, la tomate, Arabidopsis, enfin il y a le saule aussi, donc il y a aussi des arbres, bref, il y a énormément de plantes et je pense que plus on cherche, plus on trouve. C'est finalement toutes qui sont capables de percevoir les composés organiques volatiles. Vas-y. Bon, on va toujours sur notre fameuse arabette. Là, on passe à un autre stade. On passe dans les comportements. Comportements avec des liens de parenté ou non. Donc, c'est une étude scientifique qui montre que vous avez au milieu, sur votre gauche, trois arabettes. Celle qui est le plus à gauche est de la même parenté qu'avec celle du milieu. Et celle qui est le plus à droite n'est pas de la même parenté. Eh bien, en fait, on va avoir une compétition entre celles qui ne sont pas de la même parenté et pas de compétition entre celles qui sont de la même parenté. On n'aura pas de compétition au niveau de la prise de lumière, mais même pire que ça, enfin, pire, façon de dire, ces chercheurs ont remarqué que lorsque les arabettes sont de la même parenté, on a un déplacement du mouvement de la feuille. Ici, l'arabette de droite recouvrait l'arabette de gauche et elle a déplacé sa feuille pour permettre à l'arabette d'avoir une quantité suffisante de lumière. Et donc, on parle vraiment de reconnaissance du lien de parenté. Et il y a des questions qui se posent. Entraide, qu'est-ce que ça veut dire? Comment Et donc, il y a plein d'études qui commencent à émerger sur ce sujet-là, justement parce que c'est très intéressant et que ça pose plein de questions. Quand vous dites même parenté, ça veut dire quoi? La même graine? Qui proviennent de la même plante mère. Oui, Ils sont frères et sœurs en fait. ouais, c'est ça. Ouais. C'est la même plante mère qui donne plusieurs graines et donc c'est... Et après, vous mettez une autre. Oui. Encore plus loin. Encore plus loin avec ces... Alors là, ce sont des Douglas. Douglas, c'est des conifères. Vous avez un Douglas parent, on va dire, et un autre provenant d'une graine de ce parent-là, qui est entouré d'un grillage qui empêche les racines de communiquer de l'une à l'autre. Donc seuls peuvent passer les champignons, donc les ifs de champignons. On appelle ça des mycorhizes, peut-être vous avez entendu parler, cette association entre racines et champignons. Et ce que vous voyez sur ces graphes, dont il faut des yeux bioniques aussi également, mais la tendance de la courbe est là. En gros, plus... En gros, oui, c'est ça. Plus vous avez un... C'est quoi? C'est l'abondance de quoi? Ah oui, carbone... ok, d'accord. Oui, en gros, l'idée, c'est que vous avez une accumulation... En fait, ils ont mesuré le carbone. Je recommence. Donc, les plantes font la photosynthèse. Ils ont intégré du carbone 13, qui est un carbone qu'on peut suivre scientifiquement. Ok, c'est pas du carbone 14, c'est un autre type de carbone qu'on peut suivre. Et donc, on peut savoir, on a mis du carbone 13 sur la plante parente, et donc on regarde où est-ce qu'il va. Et il se trouve qu'ils ont retrouvé du carbone 13 chez la plante fille, si on peut dire, un peu plus tard. Et donc, alors même que les racines ne sont pas en contact, seulement avec des mycorhizes, ils ont pu mesurer le fait qu'on retrouvait en fait une abondance de carbone 13 seulement s'il y a un lien de parenté important. On en trouve davantage chez les plantes qui ont un lien de parenté. Donc là, on a un vrai échange de sucre en réalité, puisque le carbone, c'est principalement ce qui forme les sucres. Et donc là, on peut se poser la question, pareil, d'une forme d'entraide envers sa progéniture, en quelque sorte. En tout cas, les questions se posent.
Ici, on commence à rentrer dans les choses vraiment sérieuses là, au fur et à mesure, mais on va parler peut-être même d'apprentissage. Vous voyez ici la Mimosa pudica, la sensitive, dont je vous ai parlé tout à l'heure déjà. La chercheuse qui a fait cette étude-là a décidé de mettre cette plante sur un petit élévateur et de la faire tomber brusquement de 15 cm. À chaque fois qu'elle tombe, la plante est secouée, donc elle ferme ses feuilles. Jusque-là, rien d'anormal. C'est une réaction tout à fait appropriée. Sauf qu'à un moment, la plante arrête de fermer ses feuilles quand elle est lâchée brusquement. Mais, quand on la touche, elle continue de fermer ses feuilles. Donc c'est pas qu'elle a perdu la sensibilité au toucher, c'est qu'elle s'est habituée à cette stimulation. Et cette habituation, elle reste et elle dure 28 jours. Ouais, ça c'est fou. Toutes ces études-là, elles marquent un tournant. On appelle ça un tournant végétal et on le voit aussi dans les livres qu'on peut lire, qu'on peut trouver partout. On commence à utiliser des termes comme intelligence, conscience, peau, révolution, vie sociale. Tout ça, ça commence à émerger et il y a une véritable demande et une envie de savoir. Alors de la part de tout le monde, des chercheurs aussi, parce que la recherche, ça prend un peu du temps quand même. Mais tout ça, ça pose vraiment beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on est là pour une question en particulier, à savoir, alors les plantes, intelligentes ou pas? En vrai, pour l'humain, l'intelligence, ça implique neurones, cerveau, langage, planification. Et quand on parle de plantes, bien qu'elles n'ont pas de neurones, on a vu qu'elles intégraient, qu'elles mémorisaient, qu'elles communiquaient, mais les chercheurs, ils préfèrent utiliser des termes comme comportement adaptatif, plasticité, mécanisme, mémoire physiologique. Sauf qu'on a vu ensemble que notre cuscute, elle choisit son hôte, que le mimosa, il apprend, il s'habitue, que, Delphine nous l'a dit, les plantes communiquent de façon différente, multiples et variées, dans le but de se défendre. Et donc vient là ma réponse à la question, qui n'est pas une réponse tranchée, parce que déjà, on a une différence culturelle, ça va dépendre de la culture. Le fait de dire oui ou non de ce que c'est l'intelligence culturellement, c'est une vraie question. Au Japon, par exemple, les plantes ont des esprits. Parler d'intelligence, c'est une logique normale. Puis surtout, ça va dépendre des définitions, en fait. Donc, ma réponse, ce sera pas mal de définitions, et puis, en fait, à chacun la sienne. Là, si on prend cette définition-là, qu'on a prise sur Wikipédia, l'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre, de s'adapter à des situations nouvelles. On va pouvoir dire que oui, les plantes sont intelligentes. Après, on a une définition du Larousse, on a une définition de Albert Einstein qui disait « la vraie intelligence, c'est pas la connaissance, mais l'imagination ». Aujourd'hui, on n'a pas les outils, en tout cas, pour montrer que les plantes ont de l'imagination, donc si on utilise sa définition, évidemment, on dirait que non, elles ne sont pas intelligentes. Ou encore là, on a une définition qui est que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation au changement. Et en fait, on a eu une grosse controverse dans la biologie végétale, où il y a eu deux camps qui se sont vraiment affrontés pour dire non, les plantes ne sont pas intelligentes, bien sûr qu'elles le sont, non, elles ne le sont pas, et ça a duré pendant une dizaine d'années. Et en fait, ceux qui étaient contre, pendant 10 ans, ont dit que c'était OK d'utiliser le terme intelligence, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle, et que si on considérait que l'intelligence, c'était la capacité à recevoir et traiter de l'information de l'environnement, dans ce cas-là, oui, il n'y avait pas de souci pour dire qu'une plante était intelligente. Donc en fait, ça va vraiment juste dépendre de la définition qu'on utilise. En tout cas, nous, on a montré avec cette conférence qu'il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur et qu'on pouvait en tout cas être largement légitime de se poser la question. Ici, par exemple, j'ai illustré Descola qui disait « Donc, il est juste d'utiliser l'expression « intelligence des plantes » tant que l'on prend soin de la distinguer de l'intelligence animale qui exige un système nerveux. » Oui, parce que c'est pas la même chose. Donc, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend cette définition-là? Est-ce qu'on on invente un autre mot?
c'est toutes ces questions qui se posent et en vrai, j'aurais pas une réponse précise à vous donner. Enfin, c'est ma réponse précise qui n'est pas très précise, finalement. En tout cas, l'idée, nous, c'est de changer notre regard sur les plantes. Vous avez vu qu'elles sont quand même ultra sensibles à leur environnement, qu'elles réagissent de manière adaptée, parfois de façon surprenante, des choses qu'on n'imagine pas parce qu'on ne les voit pas. Et pourtant, elles sont au cœur de tout. Elles sont au cœur du vivant, elles sont au cœur de tous les cycles nutritifs, elles sont au cœur de l'interdépendance. Là, vous voyez en fait une illustration qui illustre bien à quel point on est tous interdépendants et que les plantes, peu importe ce qu'elles sont, peu importe les parties de ces plantes-là, finalement, il y a toujours à un moment donné où on va avoir besoin, où elles vont avoir besoin de nous, où elles, on va avoir besoin, nous, on va avoir besoin d'elles. Peut-être vous avez entendu parler de ce concept de One Health, la santé unique, planétaire. Eh bien, il y a un nouveau concept qui sort, qui parle plutôt de Circular Health. Et là, en fait, on place plus le végétal au centre de ces préoccupations-là. Le fait de comprendre comment le végétal fonctionne, comment il se place sur Terre, le fait que finalement 80% de la biomasse terrestre, ce sont des plantes, que nous, on dépend d'elles. En fait, tout ça, l'idée, c'est vraiment de recentrer notre regard, de changer notre perception. Vers quoi ça va nous mener ? On n'a pas la réponse, mais en tous les cas, le fait juste de respecter ce qui est différent de nous, d'essayer de comprendre, d'observer, on ne prend pas forcément le temps d'observer ce qu'il y a autour de nous. En ville, c'est souvent le cas aussi. Les plantes, soit on les enlève, soit on ne les remarque pas. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, on est tous liés les uns aux autres et on ne peut pas se passer des uns et des autres, en particulier des plantes, juste parce qu'on respire l'oxygène déjà. Juste ça. Complètement. Donc, si demain, après-demain, vous travaillez dans une forêt, un parc, là où il y a du végétal, on ne peut que vous inviter à prendre le temps, à observer, à regarder, parce que non, je suis désolée, les plantes ne sont pas immobiles, mais peut-être que vous avez changé d'idée. Et elles perçoivent, elles s'adaptent, elles changent, elles bougent constamment et on vous invite justement à découvrir ce nouveau monde. Si vous voulez en apprendre plus, avec Delphine, on a un podcast qui s'appelle « Restez pas plantés là » où justement on discute de plein de sujets sur le végétal avec des chercheurs. On a deux formats, un format où on interviewe des chercheurs, un autre format où on discute toutes les deux d'un sujet spécifique. Donc, ça s'appelle « Restez pas plantés là ». Et demain, après-demain, jeudi après-demain, sort un livre qu'on a mis 1 an et demi à écrire, qui s'appelle « Sensible par nature, la vie invisible des plantes révélées par les sciences ». Là-dedans, on a essayé justement de retranscrire tous ces messages qu'on vous a donnés, mais avec un peu plus encore plus de consistance. C'est un livre très illustré. On y comprend vraiment plein de choses et on a quelques exemplaires, vraiment on n'en a vraiment pas beaucoup, on doit avoir 10 exemplaires je crois. 10 exemplaires si vous le voulez ce soir, après bien sûr vous pourrez le commander sur internet. C'est vraiment en avant-première. Hein. Et oui, vous l'avez avant même ma mère. Bien sûr dédicacé. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci. Pour répondre à votre question, alors la première, les signaux. Ah oui, pardon. Merci. Vous pouvez reposer votre question. Je repose la question. M'entendez-vous ? Non. Et eux, ils entendent apparemment. Voilà, ma question était la suivante. Je me demandais s'il y avait une fréquence commune en cas d'agression, puisque le mode de transmission, c'est soit la chimie, soit l'électrique. Donc je me demandais, oui, s'il y avait une fréquence différente entre
la perception que la plante a lorsqu'on l'agresse ou lorsqu'on lui nettoie simplement ses feuilles. Qu'on la caresse. Voilà. Alors, on ne va pas parler de fréquence, on va parler de signal électrique. signal. Donc, ce signal électrique, c'est vraiment ce qu'on est capable de mesurer. Donc, évidemment, si vous touchez la plante, vous n'allez pas recevoir une décharge. D'ailleurs, vous le savez tous et toutes. Non, donc ces signaux électriques, ils sont spécifiques, par exemple, chez Mimosa pudica et la Dionée, où là, on a quelque chose qui ressemble au potentiel d'action qui circule dans le système nerveux des animaux. Ça vous parle, le potentiel d'action? Donc, c'est un signal électrique qui change comme ça très rapidement et qui ne perd pas d'amplitude. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu sur la vidéo. C'est ce qu'on a vu sur la vidéo quand il y avait une feuille qui se faisait croquer et on enregistrait le signal d'une autre feuille. Donc ça, c'est un signal qui est typique pour les mouvements rapides. Il en existe aussi pour d'autres types de stimulation, mais il y a d'autres types de signaux électriques qui sont beaucoup plus lents, qui perdent d'amplitude au cours de la propagation du signal, qui ne sont pas liés au même mécanisme biologique. Et en réalité, aujourd'hui, on n'est pas tellement capable de dire, voilà, ce signal-là, ça veut dire ça. On sait que si par exemple, on augmente rapidement la température, il va y avoir un signal électrique qui va être émis, on va l'observer. Mais il va y avoir une variété de signaux électriques selon les individus de plantes qu'on va étudier, selon l'augmentation de température, ça va être différent à chaque fois. Donc, le raccourci tel signal veut dire telle chose, Pas pour le moment. en tout cas, pas pour ce type de signaux, ouais. Enfin, de stimulation. J'avais une deuxième question. Après, j'arrête. En termes d'adaptation, donc les plantes s'adaptent, elles sont mobiles, elles s'adaptent. Y a-t-il des études qui ont été faites sur les plantes qui ont poussé après l'explosion nucléaire de Tchernobyl? Tu veux répondre ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, le végétal a repris le pouvoir là-bas. Tchernobyl, c'est quoi la ville à côté? Je ne sais plus comment. Bref. En tout cas, les plantes sont capables de supporter des doses importantes de radiation. Merci. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des chercheurs qui sont allés voir ça, et j'avoue que je n'ai pas en tête d'études là-dessus, mais c'est intéressant. Alors, le ginkgo, c'est l'une des plantes qui ne sont pas mortes. Comment? Les saules? D'accord. Le ginkgo, c'est vrai, c'est connu, mais... Ok. Est-ce qu'on peut obtenir des nouvelles variétés avec la radiation? En irradiant les plantes, est-ce qu'on peut obtenir des nouvelles variétés, des mutations? Alors, oui, en fait, variété, pas forcément. Pourquoi? En fait, quand on veut provoquer des mutations dans un génome de plantes, on utilise les UV. Ça, c'est des mutations qui sont non ciblées. C'est-à-dire qu'on va mettre les plantes sous UV, d'où l'importance de mettre de la crème solaire. Et ça va provoquer des mutations dans le génome de la plante, aléatoires. Et après, on fait des cribles, c'est-à-dire on va semer toutes les graines qui ont été mises sous UV dans une condition qui nous intéresse, et on va regarder celle qui n'a pas le même phénotype, c'est-à-dire qui n'a pas la même tête que les autres. Donc là, on va se dire, tiens, ça veut dire qu'il y a peut-être un gène impliqué dans ce que je cherche qui a été muté. Voilà. Donc oui. Oui, parce que ces plantes-là, ils ont une déformation. Quand elles prennent des rayons, elles se déforment, elles changent de couleur. Non? Alors, pour la multiplication? oui, non, je pense. Ouais. Mais là, vous parlez en fait du stade d'après, c'est-à-dire que je comprends pas trop. Non, quand on veut trouver des nouvelles espèces, des nouvelles variétés, en les irradiant comme ça,
on les irradiant, on obtient des nouvelles plantes, des nouvelles variétés. Oui, parce Et qu'on mute, modifie le et génome. mute. On modifie le génome. Voilà. Et donc, si on est un horticulteur ou un agriculteur, je ne sais pas, et on s'intéresse à obtenir des plantes qui ont des fleurs avec des motifs particuliers. Ouais, on trouve des nouvelles variétés, voilà, c'est ça. Du coup, ça va être Hein? une variété, c'est ça en Mais fait. après, il c'est faut une qu'elle se petite fixe. Après, il modification faut qu'elle du se génome. fixe. Il faut que la variété se fixe après. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se transmette de mère en fille. Voilà. C'est ça. Donc ça veut dire que la mutation doit être stable dans le temps. Voilà. Donc ça nécessite de faire plusieurs générations et de Quand on voir trouve si des nouvelles roses, on a- tout ça, avec Voilà, des exactement. semis, tout ça, on arrive. Mais ça ne tient pas toujours. Puis voilà. Non, parce que parfois, les mutations ne sont pas forcément stables et elles sont que... le fait de croiser, en fait, va pas forcément garder la mutation. Voilà. Mais il y a des mutations naturelles aussi. Alors on essaye de faire des boutures. Tiens, la plante, elle est bizarre, on fait une petite bouture. Mais dans le temps, ça ne tient pas toujours. Ça revient Même à principe, l'état. ouais. Et en réalité, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le phénomène de l'évolution et de la sélection naturelle, c'est lié à ça. C'est-à-dire que naturellement, il y a des mutations qui apparaissent, qui seront sélectionnées ou non, parce qu'elles sont avantageuses ou non pour l'individu et l'espèce. Est-ce qu'on peut faire des boutures avec le son 200 ou 300 Hertz? Des boutures avec le son. Oui, pour faire enraciner les boutures. Et donc stimuler la croissance des racines. Voilà. Je ne sais pas. Comment on peut la stimuler avec l'eau, le bruit de la rivière, avec un truc qui tourne autour de l'eau Non? À part les hormones. Il y a des horticulteurs qui mettent de la musique Oui, classique. ça c'est autre chose, pour les faire pousser. Leurs tomates, leurs trucs et un machin. Donc pourquoi pas? On peut tout imaginer. Mais de toute façon, comment dire, le fait que les racines apparaissent, c'est lié à des hormones. Ah bon? Donc toujours, c'est forcément un équilibre hormonal qui provoque des racines ou une tige. Ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est mélanger les espèces, mettre des espèces de boutures qui racinent au bout de 8 jours, avec des espèces qui ont un mal de chien à raciner au bout de 3-6 mois. Tout à fait. Oui. C'est pas mal. Voilà. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup. Ça marche? Ça marche? Vous m'entendez? Non, mais c'est pour la captation. Il faut parler bien fort parce qu'il y a la captation. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressante. Je voulais savoir s'il y avait des raisons de penser que les plantes sentent une douleur. Je répète la question. La question était, est-ce qu'on peut savoir si les plantes expriment une sorte de douleur ou une douleur? Alors, la question de la douleur, c'est une bonne question. Je t'ai fait un beau cadeau. Hein. Oui, merci, j'ai vu la passe du micro. En fait, c'est une question ouverte, encore une fois. Nous, on discute de ce qu'on pense et de la science et de ce qu'on a vu avec les découvertes, mais aujourd'hui, moi, ce que je pense, et ce qu'on en discute souvent, parce que c'est un sujet qui est très intéressant, surtout quand on étudie la sensibilité, ce serait l'intérêt de cette douleur chez les plantes. Nous, on va se brûler, on enlève notre main très vite de cette plaque chauffante pour éviter de se brûler. On fuit, on s'en va loin, on a mal, on part. La plante, c'est une autre façon de vivre. Elle est fixée au sol. Donc, qu'est-ce que ce serait l'intérêt d'avoir une douleur ou de ressentir de la douleur? On a des messages, on a une sensibilité, elle perçoit, mais est-ce que c'est une douleur ou pas? Pour l'instant, l'idée, c'est qu'elle n'en a pas l'intérêt, en fait. Elle n'a pas l'intérêt de cette douleur. Parce que la douleur, à nous permet de fuir, de ne pas avoir mal, de rester nous, quoi. Attention, je suis croquée, mais attention, je suis croquée, ça ne veut pas dire attention, j'ai très très mal. Exactement, c'est différent. Je crois qu'il y avait une question là d'abord. Ah oui, Juste oui, les prendre doubles en micros. même temps.
Les deux. Oui, voilà, comme ça vous entendez. Merci. Bonsoir, merci pour votre présentation qui était très riche. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les ponts ou quels sont les échanges qu'il peut y avoir entre les recherches qui sont faites sur le vivant, enfin les plantes, le vivant assez représenté, et la recherche médicale. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui peuvent aider la recherche médicale, qui sont observés sur les plantes et qui peuvent aider à la recherche médicale, au transport de molécules? On a vu les passages d'alerte. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu savoir. Merci. J'y vais. Merci pour cette question. Alors, moi, un des sujets de ma thèse, c'est l'anesthésie. L'anesthésie, c'est cette capacité qu'on a de perdre conscience. On l'utilise depuis presque 200 ans en médecine, mais on ne sait pas comment ça fonctionne exactement. On ne sait pas comment on perd conscience. On l'utilise tous les jours, mais on ne sait pas exactement quels sont les processus qui mènent à cette perte de conscience. Cette perte de conscience qui est partielle parce qu'on continue de respirer, nos fonctions vitales continuent de fonctionner, mais on ne sent pas la douleur, on ne sent pas... on est insensible. Eh bien, nous, on étudie la capacité d'être anesthésié chez les plantes. Et il y a beaucoup de chercheurs qui étudient cette capacité-là aussi. Et en fait, il y en a qui aimeraient bien et qui espéreraient justement découvrir des choses sur le végétal, sur l'anesthésie. Puis ça ouvre d'autres portes, c'est différents moyens d'études, c'est différentes façons de voir. Donc ça peut apporter justement... Et puis, au minimum, ça a apporté la question de le fait que l'anesthésie est commun aux vivants, et ça, c'est une question qui est quand même folle en biologie, parce que pourquoi une plante est anesthésiable, pourquoi une bactérie est anesthésiable, pourquoi voilà. Donc, c'est un exemple, justement, de recherche. Après, je ne sais pas si tu en as d'autres. Moi, Une plante anesthésiée ne réagit plus. Une plante anesthésiée ne réagit plus. Il n'y a plus le signal. Par exemple, moi, je brûle donc je travaille sur la sensibilité des plantes, mais je brûle des plantes. Ce n'est pas forcément contradictoire. Et un peu quand même, mais... Et en fait, j'ai par exemple sur un côté une plante qui n'est pas anesthésiée. Je mets des électrodes à l'intérieur de la tige et je mesure le signal qui va passer. Donc, je brûle la plante, la feuille, et je mesure le signal. Plante qui n'est pas anesthésiée, paf, j'ai un beau signal comme on vous a montré tout à l'heure. La plante qui est anesthésiée, il n'y a pas de signal, ou alors très très peu. Elle est vraiment insensible. La sensitive, elle ne bouge plus. Mais comment vous l'anesthésiez ? Et bien avec par exemple de la lidocaïne. Je ne sais pas si vous connaissez la lidocaïne. La lidocaïne, ça marche. Les terpes, c'est volatile, ça fonctionne. Enfin, c'est les mêmes anesthésiques que nous. Ça pose aussi plein de questions et on n'aura pas les réponses. Merci. Je voulais savoir, est-ce que les plantes sont sensibles à la voix humaine? Est-ce qu'elles réagissent à la voix humaine? Parce que parfois, on dit qu'il faut parler aux plantes d'intérieur, par exemple. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que la plante, je ne sais pas, elle vibre ou elle envoie un signal? Est-ce qu'elle entend, en quelque sorte, quand on lui parle? Ouais. Alors, comme on a vu tout à l'heure, les plantes reçoivent le son. Donc, elle va recevoir le son. Elle va percevoir le son, si vous parlez. Maintenant, c'est pas parce qu'elle reçoit des sons, comme je disais, le son de la rivière, c'est une fréquence en particulier. Les autres, il se passe rien. Donc, il n'y a pas d'études encore qui montrent que la voix humaine a un impact positif ou négatif sur les plantes ou leur croissance. Maintenant, elles reçoivent quand même ce son-là. Tu vas ajouter quelque chose ou... Tu parlais de l'onagre, mais c'est pas la voix humaine. Non, l'onagre, c'est ses pollinisateurs. Donc, c'est vraiment le son des battements d'ailes qui provoque la production de nectar. En réalité, si on voulait qu'il y ait un impact plutôt négatif, du coup, il faudrait vraiment, et pour le coup, il y a des études là-dessus qui le montrent, lui crier dessus pendant 2 heures.
Donc il y a l'intensité, il y a les décibels, voilà. Donc en réalité, c'est plus parce qu'on est attaché à prendre soin des plantes. Parce que dans les cercles, il faut des cultures, des fois ils mettent de la musique. Oui. Mais la musique, c'est un ensemble de fréquences sonores. Ce qui veut dire que alors, la musique, c'est un concept humain. Ça n'existe pas dans le monde des plantes, mais dans cet ensemble de fréquences sonores, il y a peut-être des fréquences auxquelles sont sensibles les plantes. On accepte des notes. Comment ? Il n'y a que 7 notes, en fait. Il n'y a que 7 notes. Et tout émane de ces 7 notes. J'avais une question également sur la communauté des plantes, au sens très large du terme. Étant donné que c'est une communauté, y a-t-il des plantes qui ne sont pas compatibles avec d'autres plantes ? Par exemple, des études ont été faites dans une pépinière en faisant pousser un type de plante à côté d'un autre type de plante, et il s'est avéré qu'en fait, ça ne poussait pas. Est-ce qu'il y a ce type d'étude qui a été réalisé ? Tu veux répondre ? Ou bien Ou bien Alors, j'ai pas d'exemple pile poil en tête, mais après, j'allais donner un exemple qui est assez connu, mais honnêtement, j'ai pas l'étude scientifique en tête. On dit souvent que sous les noyers, il n'y a rien qui pousse, par exemple. Il y a des exudats. En fait, les plantes, c'est ça, ce que disait Lucia, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais dans la nature, et donc il y a des équilibres. Et parfois, il y a de l'entraide, mais parfois, il y a de la compétition. Et donc, j'ai pas d'exemple en tête et je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, mais je pense qu'évidemment, il existe des formes de compétition, en fait, où les plantes vont exuder au niveau des racines des composés qui seront toxiques pour d'autres plantes et se faire la place, en fait, en réalité. Comment ? Oui. Et donc, il n'y a rien qui pousse. Et il y a aussi le fait que l'une va pousser plus vite que l'autre aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Les plantes peuvent travailler aussi avec des animaux. Les fourmis. Mais c'est les animaux qui travaillent pour les plantes. Et ça sert de désherbement. Non ? Non, là, c'est des fourmis qui nettoient la plante en permanence. Qui nettoient la plante, qui nettoient le sol. C'est bien ça, le désherbement. Bah ouais. Vous n'avez pas vu la conférence de François Bouteau, monsieur ? Ah. Et on en apprend, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.